Bonjour, alors je continue mes contes populaires. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la boîte à livres, le train touristique, la chapelle de la Visitation, le Navio et c'est tout. Voilà. Et la Pinède. La Pinède. Donc on navigue toujours dans le folklorisme, dans la description neutre et des thèmes de romantisme avec la Pinède notamment parce que ça évoque l'eau. L'eau, le lac, qui est un thème très romantique. La forêt aussi était un thème romantique, comme on a vu. Alors, j'y vais. La chapelle de la Visitation. Donc là, on va parler d'art contemporain. Vers le centre de la ville, il y a une petite chapelle qui est un refuge de l'art contemporain de la ville. Ce lieu sacré, j'y vais souvent avec des amis ou alors toute seule. La chapelle est toute petite. Les expositions qu'on y présente sont souvent fort étranges. L'art contemporain expose des objets originaux qu'on a du mal à comprendre parfois. Des têtes de mort, des oiseaux en cage, des gribouillis, des forêts inquiétantes et intrigantes. C'est une sorte de foire à l'originalité. Heureusement pour moi, j'ai étudié l'art contemporain, ce qui me permet de comprendre les expositions d'objets étranges. Mais je sais que ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Heureusement, il y a toujours un dépliant pour les moins avertis. Souvent, je me rends en ce lieu le regard hagard, l'œil un peu perdu. Je demande des informations au guide. Ce qu'il m'explique me plonge dans une dubitation encore plus grande et profonde. Ce monde surréaliste m'interroge souvent. Pourquoi l'art contemporain est-il si peu accessible aux gens? Pourquoi se veut-il si élitiste et prétentieux? Parfois cela m'agace la manière qu'ils ont de parler du rien de manière si éloquente. Mais d'autres diront que là se trouve le génie des artistes contemporains, de pouvoir rendre un os d'animal aussi beau qu'une toile de Botticelli. Souvent je suis scandalisée par ce genre d'art, puis je tolère en me disant c'est conceptuel. C'est parce que tu es trop ignorante qu'il ne te plaît pas tant que cela. Il est vrai que l'on apprivoise les codes de cet art. Lorsque l'on apprivoise les codes de cet art, on le trouve riche. Mais le malaise survient souvent à chaque visite. La tristesse des thèmes évoqués me laisse dubitative. Combien pu vivre ces artistes tourmentés pour dresser des mondes aussi noirs? Ont-ils souffert plus que la normale? Ont-ils été maltraités? Dans ma naïveté d'artiste joyeuse, je refuse l'art nihiliste. Je refuse les arts qui se veulent résolument tristes. Je crois en un art joyeux qui sert la cité, qui est vibrant, exalté, délibérément enfantin et joyeux comme de grosses nanas de Niki de Saint-Phal. Mais sans doute suis-je la seule idiote de la ville avec mon art joyeux, car les expositions dans cette chapelle sont un succès fulgurant. Les groupes de touristes ou de public avertis se ruent voir les expositions. C'est l'événement nec plus ultra de la ville, que tout le monde veut voir. Personnellement, je n'aime pas cet endroit. J'y vois le temple de la désillusion, l'abandon à la vie, la prolifération d'un art morbide et n'allant pas vers tout ce que j'attends de la vie. Chère chapelle, désolée d'avoir des goûts, des opinions, des avis. Être artiste, c'est sans doute cela, malheureusement, avoir des préférences. Je quitte le lieu, le cœur en compote. Tous ces artistes m'ont renvoyé à la mort, aux choses noires. Je porte désormais tout cela dans ma poitrine. Une fois, il y avait eu une exposition un tant soit plus joyeuse sur les cycles de vie. C'est avec ce grand cercle qui était exposé que j'aimerais me souvenir de ce lieu hasardeux. L'art contemporain comme un grand cycle de vie, de renaissance, cela me plaît davantage. Oui, à ce prix-là, je suis plus optimiste quant à cet art. Le lieu ne peut pas plaire à tout le monde, mais l'art triste, non. Pas pour moi, je dis non. Donc là, on voit que l'autrice, elle se confronte à l'art contemporain avec les associations, ses amis, etc. Et elle a du mal avec l'art contemporain parce que déjà, il faut une lecture, il faut des guides pour comprendre l'art contemporain. Et souvent, les artistes contemporains abordent des thèmes assez tristes, hein, qui sont loin de l'art moderne, en fait. Qui sont loin de Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, Marc Chagall, etc. Donc elle a du mal avec l'art contemporain, mais elle a étudié quand même à l'école. Donc elle comprend que c'est une matière qu'il faut étudier, que si on n'étudie pas, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre l'art contemporain. Et elle fait des efforts. Elle fait des efforts pour essayer de comprendre parce que c'est quelque chose qui est très à la mode, qui est très populaire. Et elle fait des efforts malgré tout pour comprendre cet art. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit café où je vais de temps en temps. Ça s'appelle le Navio.
Le Navire est un restaurant au bord du lac où je vais de temps en temps boire un café. J'y ai aussi fêté mon anniversaire, espérant y manger une fondue délicieuse avec mes amis. Les serveurs y sont sympathiques, souriants et avenants. À n'importe quelle heure de la journée, on peut se coller en terrasse et regarder les gens passer. La clientèle y est diversifiée, jeunes, familles, hommes d'affaires. J'aime bien ce restaurant car la cuisine y est raffinée et bonne. Les serveurs sont polis et nous regardent toujours avec gentillesse. Là-bas, je me mets en terrasse avec un bon café et j'écris mes livres, avec la minutie d'une prodige. J'écris et j'écris encore, pour parvenir à l'idée merveilleuse, à l'émerveillement intellectuel, sans que personne ne le soupçonne. Il y a de nombreux restaurants sur la rivière chablaisienne. Tous dégoulinent de menus savoureux. Filets de perche, viande, salade, croûte au fromage. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Sur cette croisette savoyarde, on se fait belle, espérant croiser l'Apollon de nos rêves. Les gens vont et viennent, ils semblent en perpétuel voyage. Le mouvement est continu et permanent. Toute cette foule me grise un peu, m'assomme. Moi, au milieu de tous ces gens, me voilà fixe et routinière, bien ancrée dans mes habitudes, mes traditions. Je discute rarement avec les passants, un peu plus avec les serveurs. Ils savent que je suis écrivaine. Ils me demandent des poèmes. Je m'exécute avec grâce et douceur, à un jeu d'enfant avec ma dextérité de professionnel. Au bout de la rue, voilà le dépaysement. Finalement, pas besoin de voyager à Bali. Au détour de ces restaurants, nous voilà embarqués sur des bateaux, des saveurs, des auteurs délicieuses et originales. C'est ainsi que je révise aussi mes cours là-bas. J'emmène mes lourdes encyclopédies. Personne ne sait que je suis étudiante, je suis le client mystère. La belle qui met ses robes à fleurs, la mystérieuse, un peu hautaine mais au cœur d'enfant. J'ai toujours l'espoir d'y rencontrer l'homme de mes rêves, mais finalement il n'en est rien. Je retourne chez moi, le cœur lourd, l'âme en peine. Non, ce ne sera pas cette fois, peut-être à mon prochain anniversaire. Seul Dieu doit le savoir. Donc là, on est dans une petite complainte. Elle va dans son café, elle rencontre les serveurs. On est dans quelque chose d'assez classique, je dirais, qui appartient encore au folklore. Elle décrit les lieux. On n'est pas dans du romantisme. Maintenant, le petit train touristique. Voilà quelque chose aussi de folklorique. Le petit train touristique part du port pour cheminer vers le centre-ville. Il passe vers la forêt de ripaille aussi, il s'en va à toute allure. On ne peut pas le rater, les touristes raffolent de ce moyen de locomotion kitsch et rigolo. J'avoue l'avoir pris plusieurs fois pour visiter la ville de Thonon. Le voyage dure environ 1 heure. Pour un prix symbolique, nous voilà partis dans des aventures sympathiques et étonnantes. Au bord du petit train, nous retombons en enfance, nous sentons l'air frais du lac collé à nos joues. Nous écoutons la voix de la guide touristique qui présente les multiples destinations. Ce genre de train, on le trouve aussi à Paris ou dans les grandes villes. Thonon a la folie des grandeurs et cela joue attractive. Je crois que si on a l'âme juvénile, ce genre de train devrait nous plaire. Gare au mal de voiture, le petit train accélère parfois dans les virages. Il ne faut pas avoir le cœur trop sensible. On découvre aussi à son bord plusieurs quartiers de la ville évoqués précédemment. La place des Arts, le Belvédère, le centre-ville avec la rue commerçante, ou encore la longue descente de Corzan. Ceux qui aiment observer de jolis paysages seront ravis par ce moyen de locomotion vieille école et joyeux. Il n'y a pas d'âge, semble-t-il, pour retomber en enfance, pour s'accrocher à un petit train comme le ferait un petit écolier. Vivre, c'est sans doute cela, s'étonner toujours davantage. Au travers d'un voyage, au travers d'une plongée dans les méandres d'une ville, pas si ordinaire et banale qu'elle ne le paraît. Donc voilà, donc là, on est dans une description d'un petit train amusant. Il y a un côté peut-être un peu rêveur, un peu magique, un peu onirique aussi. Le petit train évoque quelque part un univers un peu un peu magique en fait, comme le manège. On est dans quelque chose de d'attendrissant et de enfantin. Donc il y a un rapport à l'enfance, c'est pour ça qu'on peut parler de conte. Alors là, on va retomber sur un thème un peu plus romantique, la Pinède. Donc là, c'est le thème du lac. La Pinède est cachée dans les bois de Ripaille. Une petite place au bord du lac où se retrouvent tout type de gens, des familles, des solitaires, des amoureux. On peut s'y baigner en toute discrétion, faire un pique-nique agréable ou alors se noyer dans les torrents d'eau fugueux. On y voit les bateaux voguer au loin, la plage est faite de galets, alors on se prend les pieds dedans et on marche un peu comme un canard endurci. J'aime bien y aller, avec un magazine à la main.
regarder le bleu du ciel se coucher et virer à l'orange dans la descente du soleil infernal. On y contemple une sorte d'infini. On se connecte au cosmos pour se rendre compte qu'on est peu de choses face à la grande végétation. Nous sommes comme ces étoiles de la poussière, tellement de passages, qu'on en oublie parfois notre corporéité. Parfois je regarde ce ciel qui n'en finit pas de mourir, et je me demande qu'est-ce qu'il a bien à m'offrir. Quelle promesse m'attend quelque part dans mon destin échoué comme une vase sous-marine sur la plage. Je me sens seule dans l'univers. J'interroge les étoiles et n'ai souvent pas de réponse. Le silence est l'unique écho de mes complaintes. Mes vers sont trop poreux, trop vaseux. Ils manquent de profondeur, ils semblent superficiels, comme un maillot de bain ostentatoire que je porte, espérant attirer l'attention. Mon corps imparfait me renvoie à une féminité difficile. Je ne suis pas Kate Moss. Je suis une artiste maudite, proscrite, oubliée. Je me sens triste. Alors je plonge dans le lac pour que les remous des vagues éveillent en moi encore quelques frissons de vie. Je me sens si seule, si révolue, comme si ma vie avait été mise en sourdine par l'âpreté du réel. Il me faudrait être plus loquace, plus ouverte, plus souriante. Plus ceci, plus cela, mais à tant essayer de bien faire, je me confronte à la raillerie des gens, à leur rejet parfois douloureux. J'ai décidé de me mettre au sport. Peut-être en étant plus jolie. Attendez, là j'ai perdu la page. Ah, j'ai perdu la page. Mince, j'ai perdu. J'ai décidé de me mettre au sport. Peut-être en étant plus jolie, les gens seront plus enclins à venir me parler. C'est une idée bien simple, mais dans mon royaume triste, je vois la vie en noir et en blanc, de manière enfantine et très scolaire. Seul l'avenir me dira si oui ou non mes mots toucheront une rive, comme des ricochets insolents qui se veulent plus forts que la gravité. Je suis une sirène échouée, un coquillage sans eau, une perle sans vue, une sorte de baleine qui émet des sons presque électriques et incompréhensibles dans son autisme sordide et cinglant. À venir, quand vas-tu secouer dans cette vie qui existe en toi? Quand vas-tu rencontrer les gens? Quand vas-tu revivre sans ta l'heure? Toi qui as tant à t'offrir, ne te résigne pas. Continue tes châteaux de sable, même s'ils sont destinés à être écrasés par de grands enfants. À force de métaphysique, de légendes, de drôles de numéros énoncés, tu deviendras une légende de l'écriture. L'histoire de la femme de Thonon aux rimes plats, comme des galets, qui n'a pas vendu de livres, et qui pourtant continue à se dire et se dédire, dans une grâce digne de l'éléphant, le plus maladroit du monde. Donc là, on voit qu'il y a une image de elle-même qui est très très dure, hein. L'autrice se compare à un éléphant. Dans ces textes, on sent que l'image de soi est moins affirmée que dans le Portugal. C'était une période de ma vie où je faisais mes études, j'étais plus dans le scolaire, j'étais moins dans mon caractère, moins dans moi-même. Donc on sent quand même que dans les descriptions, l'autrice, elle navigue entre parfois une survalorisation d'elle-même et parfois une dévalorisation extrême d'elle-même. Donc on n'est pas dans quelque chose de très rationnel. C'est pour ça que je parle de conte. On est quand même beaucoup dans l'irrationnel et les descriptions qu'elle fait d'elle-même sont assez irrationnelles, hein. On est dans l'ordre de la magie un peu, hein. C'est vraiment pour ça que je rattache ce livre à des contes. Contes plus que des nouvelles. Alors on va terminer avec la boîte à livres. Vers le centre-ville, jonchant la poste, se trouve une petite boîte un peu magique. Il s'agit d'une boîte à livres où vous pouvez déposer vos livres incognito. C'est rendre à quelque chose de l'enfant dans un magasin de bonbons. On ne sait jamais quel livre nous attend, quelle aventure va nous transporter. Chaque semaine, je prends mes jambes à mon cou et me rue là-bas pour y dénicher des trésors frais et graves. J'y dépose aussi parfois quelques mets exquis en forme de romans lus. Je ne veux pas laisser les autres passants hagards et tristes, ni jouer à la voleuse. Le principe est simple, on dépose, on repose, afin de pouvoir prendre d'autres livres ensuite. Dans un monde où l'argent est roi, où l'on doit afficher fièrement ses possessions, cette petite boîte me met un peu de baume au cœur. Je découvre des auteurs que je ne connaissais pas. Je me laisse surprendre. Ces livres sont usés, parfois abîmés. Mais moi, dans ma modestie, dans ma pauvreté, j'y trouve une grâce. Je retrouve une valeur unique. Je me dis, ce sont des petits chaussons de Dieu, échoués dans l'univers pour venir à la rencontre d'Anna. Je n'ai pas beaucoup de moyens, en effet, je ne peux pas forcément acheter des livres neufs.
Alors j'accepte ce cadeau de l'univers avec gentillesse et douceur. Chère boîte à livres, merci d'injecter un peu de poésie dans un monde dénué de sens et d'équité. Merci de nous faire rêver un peu avec ce troc, avec ce commerce adorable et gratuit. La poésie est sans doute une des rares choses qui ne se monnaie pas. Alors moi, la poétesse, je me sens à ma place dans cette bourse aux livres éphémère. Alors là, pareil, on est tout à fait dans l'irruption de la magie. En fait, je dirais, là, on est plus dans des textes avec la Pinède. On n'est pas dans du romantisme parce qu'on n'est pas vraiment. Il n'y a pas les symboles du romantisme. Il y a le lac, mais c'est plus du surréalisme. C'est-à-dire qu'on s'attache à un objet et on débouche sur des choses qui sont un peu absurdes, un peu euh, créatives. Là, la boîte à livres, je dirais qu'on est dans du surréalisme. On a la boîte, l'objet, et à partir de l'objet, on part sur un ailleurs. On part sur une autre dimension de l'être. Voilà. Donc, ça, c'est allez, le dernier, l'école hôtelière. Euh, non, celui-là, je ne vais pas le lire. Voilà. Bon, je vous ai tout lu. Maintenant, ça sera d'autres livres. Et voilà, d'autres livres. Ça sera pas des contes, ça sera pas des légendes, ça sera peut-être des correspondances. Je vais réfléchir. Merci de votre attention. À bientôt.